Le temps qu'on trouve la présentation, juste pour répondre à Martha, effectivement, nous aussi, dans chacun de nos centres, on est quand même censé encadrer les arcs pour régulièrement revoir les données qui rentrent des patients. Et donc, on assure d'une bonne qualité de ces données dans le registre, c'est fondamental. Alors, pour ma part, on va... Merci. Pour ma part... masque. Ah oui. Merci. Donc pour ma part, je vais vous parler de la RCP pédiatrique qui s'appelle RCP des maladies neuromusculaires de la Société française de neuropédiatrie et de Philemus. Tout simplement, ça va être très vite, on en a entendu parler toutes ces 2 journées. Simplement pour vous dire que les 5 dernières années, c'est l'arrivée de ces 3 molécules, et qu'avec cette arrivée de traitement, eh bien, il a fallu élaborer des stratégies thérapeutiques. Donc tout le monde l'a bien dit, la pierre angulaire du traitement reste la prise en charge multidisciplinaire, c'est fondamental, mais se rajoutent à cela les 3 molécules citées, qui fait que, évidemment, il faut réinventer les schémas thérapeutiques et donc répondre aux questions suivantes. Quelles sont les stratégies thérapeutiques pour quel patient ? La RCP a toute sa place. Elle a d'autant plus sa place que, vous l'avez compris depuis hier, a été mis en disposition des molécules, et ça c'est très très bien, on s'en réjouit, mais avec finalement pas ou très peu de données, et notamment pas de données publiées. Par exemple, pour le nusinersen, je rappelle qu'il a été possible de l'utiliser même en janvier 2017 et pas mai 2017, alors que les résultats officiels sont publiés en novembre, donc pratiquement 1 an de décalage. Pour le ridisplan, tout récemment, c'est à peu près 12 mois, 12 mois ou 13 mois de décalage entre la possibilité de l'utiliser et les données publiées. Et puis pour la thérapie génique, en tout cas pour la première phase 3 publiée, on est quasiment à 2 ans de décalage. Cela veut dire qu'il a fallu, nous, et non pas tout seul, mais ensemble, essayer d'élaborer des stratégies thérapeutiques avec la première, puis la deuxième, puis la troisième molécule pour chacun de ces patients. Donc on ne peut pas faire ça tout seul, on le fait ensemble. Ces RCP ont donc tout leur sens. Et avec l'idée de fond que l'objectif est la qualité de vie, avec 3 types de populations, donc 3 problématiques différentes et bien différentes, vous l'avez compris. Les patients déjà diagnostiqués, suivis avec une SMA évoluée, où l'objectif pédiatrique était et reste au début l'amélioration, et puis assez vite la préservation des fonctions motrices, mais également les nouveaux patients, ceux qui arrivent au fur et à mesure. Et là, l'objectif, c'est bien sûr d'améliorer significativement leur fonction motrice. Et donc, on est passé à une situation d'urgence diagnostique. Et on sait bien, nous, les pédiatres, que nous devons améliorer ce problème du diagnostic et la précocité du diagnostic. Et puis la troisième population, dont on a déjà parlé ici, ce sont les présymptomatiques que l'on voit de temps en temps, pas beaucoup, mais qu'on espère voir rapidement, notamment dans le cadre du dépistage néonatal et des études pilotes. Alors, cette RCP, elle a été initiée en 2017 par Brigitte et Isabelle, qui étaient responsables de la commission. Cette RCP réunit donc la commission des maladies neuromusculaires de la Société française de neuropédiatrie. On n'y parle pas que de la SMA. C'est devenu une RCP de thérapie génique de manière prépondérante, mais également on y a associé la réunion des essais thérapeutiques parce que tout ça avait du sens et que les principaux acteurs dans ces 3 domaines, en tout cas, sont les mêmes. Donc ça regroupe tous les centres de référence et de compétences. Il y a à peu près 50-55 personnes inscrites dans le mailing, une trentaine très actives. Et effectivement, il y a bien 2 réunions par mois, bien calées, de plus de 2 heures. Une dédiée plus aux patients et l'autre patient plus projet thérapeutique, essais thérapeutiques et divers. Et puis surtout, il y a des réunions d'urgence clinique qui peuvent être faites uniquement pour un seul patient, avec des créneaux dédiés, tout en essayant de limiter au maximum les échanges mails, parfois sur des situations extrêmement urgentes où il faut répondre en 2-3 jours. Et là, je trouve que le réseau est proactif, malgré le fait que ça dure depuis 3 ans et que finalement, ça prend du temps. C'est une RCP qui est enregistrée. 4 missions ont été définies.
La première, bien sûr, de discuter des indications thérapeutiques pour les nouveaux patients SMA1, donc en situation d'urgence, mais aussi pour les types 2 et 3, et ce de manière systématique. L'idée, c'est qu'on discute tous ensemble des indications thérapeutiques pour ces 3 types de pathologies, avec l'idée que l'on s'enrichit de cette discussion. Le deuxième point, c'est la discussion sur les changements thérapeutiques. Deuxième ligne, voire association de traitements, ce que nous n'avons pour l'instant pas fait, mais on ne s'interdit pas et on voit que la ligne de réflexion évolue avec le temps. Et puis, bien sûr, il y a des situations complexes où là, il faut être à plusieurs pour essayer d'y répondre. Donc, un patient présenté égale une fiche et un compte-rendu qui est finalisé avec une conclusion consensuelle et des fiches qui sont invitées à être mises dans le dossier patient. Je ne peux pas vous faire de rapport d'activité précis, en tout cas avant 2021, et je pense que fin 2021, on pourra, parce que maintenant nous avons une arc de la filière qui nous aide à comptabiliser ça. J'espère qu'elle le fera, parce qu'on n'utilise pas tout à fait le process de la filière qui refine, mais on devrait y arriver. Par exemple, nous avons discuté depuis mai 2019. Pourquoi cette date? C'est parce que c'est là où est arrivée la thérapie génique, où là on a clairement dit qu'il fallait discuter de tous les patients SMN1 et puis par la force des choses des autres, bien sûr. 95 patients SMN1 ont été répertoriés. Je pense qu'il y a quasiment tous les patients diagnostiqués en France. Je ne crois pas qu'il y ait un patient non diagnostiqué qui n'a pas été discuté sur le plan thérapeutique dans cette commission. Ça fait à peu près 35 patients par an. Donc ça, on a une bonne idée de l'incidence. Et puis, on a mis en place des procédures accélérées, notamment pour l'accès au RIDIS-Plan. Et à ce jour, il y a 131 fiches qui ont été validées. Probablement que c'est à peu près réel en termes d'effectifs, c'est-à-dire en termes de mise en place du RIDIS-Plan. Donc, vous voyez qu'il y a plus que ce qu'on disait tout à l'heure. Et ce n'est pas forcément tous les patients en RIDIS-Plan, puisque ça, c'est une procédure accélérée qui est très facile pour moi de comptabiliser. Mais il y a certains patients qui sont discutés en RCP, type 2 ou 3, et pour lequel je pense qu'il y a probablement une dizaine ou quinzaine de plus. Pour la thérapie génique, je ne reviens pas, Isabelle en a parlé, donc je ne vais pas aborder sur ce sujet-là, si ce n'est qu'actuellement, on est probablement entre 42 et 43 thérapies géniques validées, moi en tout cas enregistrées, et réalisées, par contre, ça peut être un peu différent. Deuxième mission, c'est l'harmonisation des protocoles thérapeutiques, tout simplement des protocoles de réalisation du nusinersen. Au début du nusinersen, en janvier 2017, nous ne savions même pas comment on injectait ce produit et le laboratoire ne nous avait pas vraiment aidé. Donc là, on a fait une version 2.0 réactualisée pour que chacun de nous fassions à peu près de la même façon en fonction du dispositif de nos hôpitaux. Pour la procédure thérapie génique, on est à la version 3 ou 4, je ne sais plus, de procédure qu'on avait écrit avant même l'arrivée du médicament en préparation, mais également depuis l'arrivée des effets secondaires. Et puis une procédure de RCP accélérée, c'est-à-dire avec des critères de prescription très carrés pour lequel les deux animateurs de cette RCP, qu'est Juliette Repars et moi-même, nous pouvons valider les fiches de telle sorte que nous pouvions ensuite, que les cliniciens ensuite pouvaient pouvoir prescrire ce médicament puisqu'il fallait une validation RCP. Il y a aussi une certaine harmonisation des critères de changement thérapeutique. Donc ces changements thérapeutiques sont décidés en commission parce que c'est difficile, parce qu'on n'est pas sûr de faire forcément bien, et aussi parce qu'il nous manque les essais thérapeutiques qui nous disent comment procéder. Donc il faut les écrire. Accessoirement, il y a eu d'autres harmonisations, comme par exemple, on a repris le protocole de corticothérapie pour le Duchenne. Troisième mission, c'est le recueil de données en vie réelle avec une production scientifique. C'est parce qu'on a ces réunions qu'on s'auto-stimule, que cela crée une certaine émulation pour l'article sur le nusinersen qui sur la première année a été présenté tout à l'heure. Le numéro spécial à l'initiative de Brigitte, pas mal de personnes de la commission ont participé. Il y a eu une réactualisation de cette maladie pour les pédiatres, mais pas que. Donc c'est une vraie production scientifique. L'article sur la thérapie génique à 12 mois est soumis. On espère
j'espère qu'il sera accepté. Les publications sur le nusinersen à 3 ans, eh bien, on a eu déjà des premiers résultats, c'est en cours. Donc ça montre qu'il y a une certaine, également dans cette pathologie, une vraie comment dire, activité de recherche. Et puis le registre, on martèle régulièrement à chacun de nous qu'il faut être proactif. Et c'est vrai que par exemple, quand je vois que 30 patients thérapie génique sont rentrés dans le registre, ça veut dire qu'on n'est pas assez vite bon et qu'il faut qu'on accélère l'entrée des données parce qu'il y a urgence à pouvoir faire des études de comparaison. Et puis, dernière mission, c'est adossé donc à cette commission, la commission d'essais thérapeutiques de la filière, commission d'essais thérapeutiques pédiatriques, qui est en lien aussi avec celle des adultes. Il y avait une procédure qui avait déjà été validée antérieurement et que nous avons reprise. Et la seule chose, c'est qu'on l'a plutôt mise en fonctionnement, qui est une procédure assez simple finalement, mais qui nécessite une très grande réactivité. Donc un binôme qui signe un synopsis, qui lit, qui critique et qui va le présenter au COPIL, qui s'est engagé à une clause de confidentialité. COPIL que l'on peut-être qu'on l'élargissera. Quoi qu'il en soit, ce process permet aux promoteurs un guichet unique, si j'ose dire, une entrée unique, une lecture par un binôme qui a valeur de raisonnement scientifique, une validation ou pas de la participation d'un centre, plusieurs centres ou de ne pas y participer du tout du COPIL et une réponse au promoteur. Normalement, en 15 jours, 3 semaines, on a au cours de l'année 2021 montré que cela marchait. Donc 4 missions qui sont précises et qui nous animent beaucoup et qui nous occupent beaucoup. Je crois que c'est à toi. Merci. Donc, je vais faire la transition enfant-adulte, puisqu'on va passer à la RCP adulte que j'anime avec Emmanuel Campana. Nous, notre histoire, elle est arrivée au décours de l'histoire de la pédiatrie, puisque évidemment, ils ont commencé leur premier traitement un petit peu plus tôt que nous, et finalement, l'histoire adulte a débuté à partir de l'extension de l'ATU au type 3, qui permettait à ce moment-là d'envisager le traitement. Et la recommandation de l'ATU était de dire qu'il fallait porter une attention particulière aux patients qui étaient en cours de perte de marche. Et donc, on s'est retrouvé un petit peu dans cette configuration à devoir envisager de traiter des patients adultes avec des situations qui sont malgré tout différentes de la pédiatrie, puisque nous n'avons pas de nouveaux patients diagnostiqués ou quasiment pas de présymptomatiques évidemment. Et donc nous, on avait une population de patients très évolués, avec donc des indications qui sont un peu différentes des indications de l'enfant, et puis surtout absolument aucune donnée adulte à ce moment-là, même pas de poster ou de communication orale, et puis bien sûr aucun consensus sur les indications et les modalités d'évaluation des patients adultes extrêmement évolués. Et donc c'est ça qui a conduit à la création de cette RCP, qui a été un lieu d'échange surtout sur les indications, avec une priorisation, comme je vous disais initialement, des types 3 qui étaient en cours de perte de la marche, et puis un lieu de réflexion sur les modalités d'évaluation et surtout, comme on disait ce matin, les critères d'arrêt des thérapeutiques chez ces patients. Et donc, c'est au sein de ces échanges qu'ont commencé à apparaître ces nouvelles modalités d'évaluation centrées sur le patient, que sont la MCRO et la GAS. Et puis, évidemment, cette RCP, c'est un lieu de vie, hein, c'est un lieu qui évolue petit à petit. Et donc, petit à petit, au fil du temps, les indications ont évolué avec petit à petit le début de patients de type 2 évolutif adulte. Puis, on a commencé à réfléchir aussi à inclure des patients de type 2 stable, mais qui étaient à haut risque fonctionnel, c'est-à-dire le patient pour lequel il ne reste qu'une petite flexion de l'index pour conduire le fauteuil et pour lequel la perte de cette fonction-là avait des conséquences fonctionnelles extrêmement importantes. Et donc, petit à petit, on a adapté les indications aux données qui nous arrivaient progressivement des données de vie réelle et à notre expérience, parce que c'est un lieu d'échange d'expérience. Et donc, initialement, c'était seulement les types 2
ensuite, on a eu l'arrivée du risdiplam. Et donc, initialement, le risdiplam était seulement indiqué chez les types 2. Puis, donc, on avait contre-indiqué les types 3. Puis, ensuite, les types 3 sont autorisés. Donc, ce qui veut dire que c'est un lieu où, finalement, les modalités de décision peuvent aussi évoluer dans le temps, puisque un dossier qui peut être réfuté à un temps T parce qu'on n'a pas encore les autorisations des instances de santé pour pouvoir traiter ce patient, l'évolution des autorisations peut faire que 6 mois ou 1 an après, ce même dossier peut être accepté pour cette thérapie. C'est aussi un lieu d'échange assez fort avec les autorités de santé, puisque, comme vous le savez, sur l'indication du risdiplam, elle est pour l'instant limitée, entre autres, à l'impossibilité d'administration d'une usine arsène. Et donc, on a eu beaucoup de questions autour de cette impossibilité. Est-ce qu'un patient qui refuse une ponction lombaire peut être jugé comme étant dans l'impossibilité d'administration? Et donc, on s'est retourné vers les instances de santé pour qu'elles nous clarifient cet élément. Donc voilà un petit peu la synthèse de l'activité de cette ERCP. Donc ça, c'est Emmanuel Campana qui avait fait cette synthèse récemment, où vous voyez que le nombre de patients a augmenté, avec une augmentation assez nette là, sur la dernière année qui correspond à l'arrivée du risdiplam, avec essentiellement des patients initialement de type 3 qui perdaient la marche, et puis vous voyez progressivement une augmentation du nombre de patients de type 2, et encore une fois, c'est l'évolution de nos connaissances qui a conduit à utiliser de plus en plus ces thérapeutiques chez ces patients. L'évolution des indications, mais finalement, elle a suivi cette marche. Initialement, c'est les patients qui perdaient, qui étaient en perte imminente de la marche, puis les T3 en aggravation au membre supérieur, puis les T2 avec aggravation sur une fonction qui était précaire. Puis, encore une fois, là, sur les données d'avancée un petit peu de vie réelle, on s'est aperçu qu'un certain nombre de patients non seulement étaient stables, mais aussi pouvaient avoir un certain gain fonctionnel. Et donc, on envisage actuellement, sont présentés des patients qui sont des types 2 ou type 3 stables, mais pour lesquels il y a un souhait de légère amélioration fonctionnelle et qui sont également discutés à cette ERCP. Ça, c'est une synthèse sur l'année passée, d'octobre 2020 à septembre 2021, où il y a eu donc, sur la RCP 122 dossiers présentés. Donc rapidement, 46 dossiers pour un traitement par nusinersen, 54 pour le risdiplam, des switches, et puis là c'était pas de spécification du traitement. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de refus ou de réserves. Alors des refus, à vrai dire, on n'en a quasiment jamais eu, de refus de traitement, on en a eu très très peu, mais on a eu beaucoup de réserves. Et donc les principales indications, parce qu'à chaque fois à la RCP, il faut qu'il y ait un motif précis. Et donc les indications de mise sous traitement retenues étaient, vous voyez pour les types 2, des aggravations au membre supérieur. Et vous voyez finalement très peu de patients stables. C'est-à-dire qu'il y a quand même une exigence de mise sous traitement de patients qui sont dans une pente évolutive et que finalement on retient peu de patients stables. C'est vrai pour les types 3 où il y a, vous voyez, que 6% de patients qui présentent une aggravation. L'essentiel quand même de l'aggravation, c'est bien entendu les membres supérieurs et peu d'indications sur d'autres dysfonctions respiratoires et déglutition pour lesquelles les données de vie réelle sur le bénéfice thérapeutique est encore un petit peu indécis. Donc l'objectif initial était la stabilisation du traitement et donc on avait conduit à utiliser comme critère d'indication de mise sous traitement des patients qui étaient en phase d'aggravation, puisqu'il fallait que le patient soit en phase d'aggravation pour espérer une stabilisation. Un patient qui est stable, on ne pouvait pas espérer avoir le même résultat que celui de son histoire naturelle actuelle. Et puis, comme je vous disais, les données de vie réelle en faveur de certaines améliorations, et donc on met sous traitement des patients qui sont stables mais à risque fonctionnel élevé. Les réserves dont je vous parlais tout à l'heure, finalement, le gros des réserves, c'est l'absence de données. Chez l'adulte, on a un gros problème, c'est qu'on a eu beaucoup de patients qui étaient perdus de vue, qui sont revenus à nous à l'occasion de l'arrivée des thérapeutiques, et donc pour lesquels nous n'avions aucune donnée de suivi et donc aucune pente évolutive. Et donc pour pouvoir fixer un critère d'arrêt, en particulier donc sur l'espoir d'une stabilisation, il fallait avoir un minimum de pente. Et donc les réserves qui ont conduit à devoir représenter un dossier était de dire, écoutez, vous avez un point puisque vous venez de voir le patient, on vous demande d'avoir à 6 mois ou 1 an un deuxième point, on n'est pas dans l'urgence thérapeutique, mais pour pouvoir fixer correctement les critères d'arrêt.
On a eu un certain nombre de patients qui ont été réfutés, en particulier pour des problèmes de néoplasie associés ou de thérapeutiques sur certaines immunothérapies anticancéreuses qui ont conduit à réfuter le traitement ou des projets de grossesse. Et puis, on a eu des patients pour la mise sous risdiplam pour lesquels on n'était pas dans les critères d'impossibilité, puisque quand on est retourné vers les instances de santé, ils nous ont dit très clairement qu'il fallait avoir eu un échec d'administration pour juger ces patients comme étant dans l'impossibilité d'administration d'une usine Hersen. Donc la RCP, c'est, je crois, un espace privilégié, parce qu'encore une fois, on était dans une situation un petit peu unique où on n'avait aucune donnée, qui a été, à mon sens, extrêmement constructif, parce que ça nous a permis de mettre à disposition les traitements, mais en essayant de faire tous au niveau national la même chose, de pouvoir, en fait suivre l'évolution, d'évoluer dans nos indications à mesure que les données de vie réelle, de vie de terrain remontaient, et vous voyez qu'on a évolué petit à petit à mesure que les connaissances revenaient vers nous sur les indications, sur les expériences personnelles qui sont aussi souvent très instructives, que ça nous a conduit aussi à nous poser des nouvelles questions sur les modalités d'évaluation de ces patients, et tout ce qu'on a vu pendant ces 2 jours est le fruit de ces réflexions et de ces échanges. Et je crois que c'est le seul moyen d'assurer une harmonisation des pratiques, éviter le nomadisme médical et surtout permettre d'avoir un dialogue très constructif, parce que c'est vrai que quand on va voir les instances de santé avec la voix unique d'une RCP, d'une communauté médicale, ça a toujours beaucoup plus de sens. Je vous remercie. Merci beaucoup, vous avez parfaitement tenu le temps. Il y a donc le temps pour quelques questions. Question côté. Je voudrais rebondir sur, alors ça concerne les traitements des adultes, sur la question de la prise en compte de la stabilité de la maladie. En fait, on sait très bien que la SMA n'est pas une maladie qui est stable sur la durée. Tous les patients sont en évolution, il peut y avoir des paliers sur un laps de temps particulier de stabilisation, mais de toute façon, la maladie, elle est toujours lentement évolutive. Et si on parle du Spinraza, rien de tel n'est écrit dans l'indication d'utilisation du Spinraza. Il est autorisé pour les SMA de type 1, 2, 3. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut, enfin, c'est mon avis, j'aurais tendance à m'étonner si on continuait à s'interroger pour traiter un patient adulte qui souhaite l'être, savoir s'il est ou pas dans une situation d'aggravation de sa maladie. Je pense que ça correspond ni à la réalité de l'évolution de la SMA sur le long terme, ni à l'indication d'utilisation du Spinraza. Oui. Par contre, ça répond à une exigence des autorités de santé qui est d'être en capacité de fixer au moment où on initie le traitement un critère d'arrêt. Et donc, un patient qui est remarquablement stable, que l'on traite par le traitement et qui est tout aussi stable au bout d'1 an, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce patient est répondeur à ce traitement? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il faut envisager un switch? Est-ce qu'il faut le passer sous risdiplam parce qu'on le définit comme étant non répondeur? Et donc ça, c'est un petit peu la problématique. Deuxième problème, c'est qu'un patient qui est vraiment très très stable, il y a quand même une morbidité autour de ces thérapeutiques, il y a quand même un effet à long terme que l'on ne connaît pas encore. On sait très bien qu'on induit aussi des modifications d'épissage, probablement d'autres gènes. Qu'en est-il au long cours chez un patient qui est remarquablement stable, qui est sur une phase de plateau? Je crois qu'il ne faut pas avoir à l'esprit que nous, médecins, on ne veuille pas traiter les patients. Je crois que très clairement... Alors, tout à l'heure, on aura une table ronde. Je pense qu'il serait bien de reprendre ça. Mais très clairement, on est dans une motivation extrême de traiter les patients, mais en essayant de mesurer le mieux possible la balance bénéfice-risque qu'on a. Mais cette question-là ne peut pas être l'objet d'une seule discussion du clinicien, même en RCP. Ça doit faire l'objet d'un dialogue avec le patient. On parle de patient adulte qui peut accepter ou pas accepter le risque par rapport à ce que vous évoquez. C'est-à-dire il y a peu de recul sur ces traitements, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous propose le processus de RCP est un processus qui est bien défini et construit par les autorités de santé. Et la construction, elle commence d'abord par le dialogue entre le clinicien et le malade. Et le clinicien qui vient présenter le dossier à l'RCP
apporte aussi le discours du malade et les souhaits du malade. C'est pas juste on prend un dossier que l'on discute entre médecins et ensuite on livre ça au malade. Non, c'est le patient qui discute avec le prescripteur et nous, la première question que l'on pose lorsqu'un dossier est présenté à l'RCP, c'est quels sont les souhaits du malade, quelles sont les attentes du malade. Et si les attentes ne sont pas fixées, ça faisait partie des réserves où on voulait que les attentes du malade soient fixées. Puisque je sais que tout à l'heure, il va y avoir la table ronde, mais juste rappeler pour les participants dans la salle qui ne sont peut-être pas tous très au fait des RCP, il y a une définition qui est de la Haute Autorité de Santé en 2017, d'une réunion de concertation professionnelle, et qui dit bien qu'effectivement ne peuvent participer que des médecins qui connaissent la maladie et avec des disciplines qui peuvent être différentes, et des professionnels de santé, et que le médecin référent du patient doit participer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter d'un dossier s'il n'y a pas de médecin référent qui, comme tu l'as dit, a déjà informé le patient. Et ensuite, le retour est fait directement au patient et pas à d'autres patients. Et ça, je crois que c'est très très clair. Ça a été défini pour la cancérologie parce que c'est quand même le plan cancer qui a été le premier qui a mis en place ces RCP et compagnie, et élargi à d'autres disciplines, dont les maladies rares. Les RCP font partie du suivi de toutes les maladies rares et rentrent dans les missions des centres de référence, que ce soit des maladies neuromusculaires ou autres. Je voudrais poser juste une petite question à tous les deux. Est-ce que je n'ai pas les idées claires, est-ce que dans les autres pays d'Europe, vous savez comment ça fonctionne? Il y a des modèles RCP. Est-ce que la France est encore une fois leader dans la réflexion? Leader, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je n'ai pas de connaissance de fonctionnement similaire, mais voilà. C'est peut-être... Non, a priori, pas de modèle similaire. C'est très difficile en fait de comparer au niveau européen parce qu'il y a d'autres instances de santé. On ne peut pas dire que les autres pays ne réfléchissent pas. Et dans l'autorisation ou non d'utiliser un médicament en fonction, il y a d'autres choses. Vous savez qu'il y a des indicateurs, par exemple des indicateurs de qualité de vie, des indicateurs de coût, des indicateurs économiques qu'on n'a pas en France. Donc ça, c'est aussi, si on compare avec le Royaume-Uni, c'est par rapport au nombre d'années, enfin de qualité de vie par année gagnée par rapport au coût. Cet indicateur n'existe pas encore en France, hein, c'est le QALY.